Et cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Marianne Matar-Bonucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne. Merci beaucoup d'être là, professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris 8, spécialiste du fascisme. Je le disais à l'instant, c'est un séisme politique à la fois en Italie et en Europe. La coalition emmenée par l'extrême droite italienne est donc arrivée largement en tête des législatives d'hier dimanche. Giorgia Meloni devrait devenir l'équivalent de première ministre en Italie. C'est la première fois qu'un parti post-fasciste, néo-fasciste, on va revenir dans un instant sur les termes parce qu'ils sont importants, se retrouvent aux portes du pouvoir en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que vous inspirent d'abord ces résultats ? Bien, vous avez dit, je crois justement que c'est un séisme. On avait encore du mal il y a quelques années à imaginer qu'un parti issu de la tradition néo-fasciste puisse arriver en tête au pouvoir. On s'y attendait en même temps. D'une certaine façon, c'est pas plus mal que le résultat soit net. Et donc, voilà, ce parti qui était dans l'opposition depuis quelques années va arriver au pouvoir. Nous sommes dans un contexte démocratique, donc les électeurs pourront juger ensuite sur la base d'une action de gouvernement. Alors, c'est important de savoir de quoi on parle, de qui on parle, de quel bois politique est constituée Giorgia Meloni. Est-ce qu'elle est de la droite radicale? Est-ce qu'elle est ultra-conservatrice? Est-ce qu'elle est néo-fasciste? Alors, elle se présente comme étant à la tête d'un parti conservateur. Moi, je pense qu'il est plus juste de parler de droite radicale, populiste, en l'occurrence. Post-fasciste, non, parce que il y a encore dans une partie de la culture politique des militants, des cadres et la sienne propre, un héritage du fascisme. Néo-fasciste non plus, parce que le fascisme n'est pas à l'ordre du jour, mais la mémoire du fascisme continue à imprégner une partie de la culture politique de Giorgia Meloni et des militants. Sachant qu'il faut rappeler d'où elle vient, oui. D'où son parti vient. Je vais vous laisser le faire, bien sûr, héritier du fameux MSI, et d'ailleurs dont l'emblème est resté la même. Tout à fait. Donc, elle vient, en fait, son parti aujourd'hui s'appelle Fratelli d'Italia, qui est lui-même issu d'une formation qui avait été créée en 95, Alleanza Nazionale, et elle-même née du parti néo-fasciste créé en 1946, le mouvement social italien, qui avait été créé vraiment par des militants fascistes qui voulaient faire vivre l'idée du fascisme. Alors, ce parti a peu à peu pris ses distances avec le fascisme historique, sans jamais rompre totalement. Il y avait en particulier un slogan d'Almirante qui avait été le fondateur de ce parti, qui était ni renié ni revendiqué. Donc, ils sont toujours restés dans cette entre-deux, si vous voulez. Alors, il y a eu lors des épisodes de la campagne électorale des moments où certains ont fait le salut fasciste, discrètement, mais quand même. La flamme tricolore que l'on voit, effectivement, a été conservée par Giorgia Meloni, ce qui était quand même une façon de ne pas larguer complètement les amarres avec ce passé-là. En même temps, il est clair qu'ils s'inscrivent dans le jeu de la démocratie libérale et qu'ils vont respecter, on peut l'espérer en tout cas, les institutions. Il y a ce triptyque quand même, Dieu, patrie, famille, la flamme, on l'a rappelé à l'instant. Qu'est-ce que Giorgia Meloni a fait du corpus idéologique, précisément du fascisme dit historique? Vous le disiez, il ne s'agit sans doute pas d'appliquer un régime, ou en tout cas d'essayer d'aller tendre vers un régime totalitaire, mais qu'en fait-elle de ce passé-là? Oui, vous avez bien fait de parler de régime totalitaire. Je crois que ça n'est pas effectivement à l'ordre du jour. En revanche, il y a un certain nombre de valeurs qui étaient des valeurs mises en avant par le fascisme, qui sont d'ailleurs pas propres au fascisme et que le fascisme avait radicalisé, qu'elle reprend en son compte. Alors, ce qui est peut-être frappant dans la campagne électorale, c'est à quel point elle a mis en avant le christianisme, mais le christianisme non pas au sens de la démocratie chrétienne, c'est-à-dire de la tradition des populaires italiens, mais un christianisme qui est un christianisme d'une certaine façon de combat ethno-racial, pour ne pas dire Europe blanche en quelque sorte. On parle d'un christianisme qui est un christianisme d'exclusion,
hein. Et ça, c'est quelque chose qui peut être inquiétant parce qu'on retrouve des discours de ce type-là dans d'autres pays d'Europe, notamment en Hongrie, comme vous le savez, chez Viktor Orban, en Pologne également. Comment expliquez-vous que cette digue, avec un scénario par exemple qui paraît inenvisageable en Allemagne, comment cette digue-là ait pu sauter en Italie ? Alors, il y a une fatigue démocratique en Italie, comme dans de nombreux pays d'Europe et pas seulement d'ailleurs. Peut-être d'autant plus accusée que depuis une trentaine d'années, en gros depuis les années 90, depuis qu'on se trouve dans ce que certains appellent la Deuxième République, même s'il n'y a pas eu de changement de constitution, on est dans une espèce de recomposition permanente de la vie politique et on finit par ne plus y comprendre grand-chose. Les coalitions se défont autour de personnes et au fond, Giorgia Meloni était la seule qui avait un noyau idéologique à peu près identifiable. Et je crois que ça a été la force effectivement de sa campagne. Ensuite, elle a beaucoup joué sur des peurs, elle a agité des peurs, la question de l'insécurité, la question de l'immigration également. Et là, on retrouve aussi autour de ces deux thèmes-là, eh bien, ce qui fait le fond de commerce de ces mouvements donc d'extrême droite populiste en Europe et ailleurs. Ce qui voudrait dire qu'il s'agit, en tout cas en partie, d'un vote autant d'adhésion que de protestation ? Exactement. Il y a cette double dimension-là. Protestation, parce qu'il y a aussi probablement une partie d'un électorat populaire qui s'est porté aussi sur le mouvement 5 étoiles et sur le PD. Mais il y a donc l'expression d'une crainte, d'une forme de nationalisme qui est effectivement important aujourd'hui en Italie. Avec beaucoup de questions, notamment on en parlait avec notre correspondante à Rome, vous le rappeliez, l'instabilité de la vie politique italienne ces dernières années, une question de la pérennité d'un éventuel gouvernement mené par Meloni. Natalia Mendoza rappelait que pour le coup, les partenaires de Meloni, la Ligue et Forza Italia ont dégringolé par rapport aux élections précédentes et c'est un mariage de raison, mais sur des lignes pour le coup politiques qui peuvent diverger, quoi. Oui, alors l'instabilité, moi je nuancerais un tout petit peu quand même parce que si on regarde justement les dernières années, elle n'est pas si forte que ça. Dans la longue durée, oui, mais là, elle n'est quand même pas si forte que ça. Effectivement, alors, on a beaucoup parlé de Giorgia Meloni, mais je dirais que ses alliés ne sont pas forcément plus rassurant d'un point de vue démocratique. Pensons à Silvio Berlusconi, qui est aujourd'hui un monsieur très âgé qui a 86 ans, qui est toujours là. Donc je dirais que ça nuance quand même fortement l'exigence de renouveau qui explique en partie le vote de Giorgia Meloni. Mais n'oublions pas quand même ce qu'a été le passé de Silvio Berlusconi et les casseroles qui sont les siennes en termes de corruption, de mœurs, etc. Et Berlusconi voudrait devenir président du Sénat. Donc ça, c'est pas un très bon signe quand même de santé démocratique. Pensons également à Salvini, qui est affaibli, puisqu'il est en dessous de la barre des 10%. En fait, ses voix, elle a pris énormément de voix, aussi bien à Salvini qu'à Forza Italia. Mais Salvini a quand même soutenu Poutine. C'est quelqu'un qui peut tenir des discours qui, pour le coup, ne sont pas forcément des discours respectueux du droit, notamment du droit international. On l'a vu sur la question des migrants. Là où elle, effectivement, Meloni, elle a un discours atlantiste, en tout cas en apparence, quoi. Et ce qui nous mène à cette dernière question. On en parlait tout à l'heure, les menaces exprimées clairement d'Ursula von der Leyen la semaine dernière sur les pays qui ne respecteraient pas l'état de droit. Et suivez mon regard, elle parlait bien sûr de l'Italie. Quelle place cette Italie menée par l'extrême droite pourrait avoir en Europe ? Oui, alors je pense que les menaces qui viennent de l'étranger, c'est plutôt contre-productif. Ça a peut-être d'ailleurs participé c'est très possible.
il y a effectivement un danger, je dirais, pour l'Europe, parce que son projet clairement assumé est celui d'essayer de pousser vers une Europe souverainiste, hein. C'est-à-dire que là, on est quand même dans l'involution d'un processus historique qui allait vers plus d'intégration européenne. Merci beaucoup, merci infiniment Marianne Matar-Bonucci d'être venue ce matin sur le plateau de France 24, historienne, spécialiste du fascisme. Merci.